7h44 sur BFM Business. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Nicolas Dufourcq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour Nicolas le directeur Dufourcq. général de BPI France. On va parler du dossier Stellantis, dont vous êtes administrateur. On parlera également de ST Microelectronics. On parlera du dossier Carmat. Mais avant, vous rentrez des rencontres économiques d'Aix, comme nous, avec quel sentiment on racontait ce matin sur l'antenne que les patrons globalement partageaient le même constat que les ministres, que les économistes sur place, mais le constat aussi qu'à la fin, il ne se passe rien, que l'Europe n'avance pas assez vite et que probablement ça va se finir avec des hausses d'impôts. Oui, c'est pas complètement faux ce que vous dites. Bon, c'est très difficile d'être pertinent sur un événement qui est un événement de foule où on dit 3-4 mois à quelqu'un, puis 3-4 mois à quelqu'un, et puis on se tourne et voilà. C'est pas très construit. Donc, mais ça donne une température quand même. Il fait bien chaud. Global. Oui. C'est plutôt sympa ça. Oui. Mais non, j'ai l'impression que ça me laisse au fond la journée que j'ai passée qu'une seule journée. C'est que les deux gros éléphants dans la pièce que sont la Chine et la dette, on les voyait pas beaucoup. Donc on parle de beaucoup de choses, mais je trouve que les grandes priorités dans les menaces, je les ai pas forcément beaucoup senties. Trop parler de Trump ? Trop... Oui, alors effectivement on parle beaucoup, ça c'est l'actu, donc c'était le week-end de négociation, on va voir comment les choses se passent à partir de ce matin, quelle est la forme de la douloureuse qu'on va recevoir des Américains, mais de là à prendre des positions au fond assez dures, consistant à dire qu'on en a finalement ras-le-bol de ces positions vociférantes, hyper mal, des Américains qui reviennent régulièrement et qui nous parlent pas bien. J'ai pas beaucoup entendu ça. Et puis j'ai pas beaucoup entendu non plus sur la Chine le fait qu'on était maintenant face à un empire industriel absolument prédateur. Vous pensez à quoi? L'automobile notamment? C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Tous les secteurs, toutes les verticales de l'industrie sont en surcapacité chinoise, et comme par ailleurs ils sont en guerre monétaire, ils sont imbattables si on ne monte pas les barrières douanières. Donc il y a un énorme sujet d'excès de lenteur à Bruxelles, à la Direction Générale du Commerce, sur l'instruction des plaintes en dumping. C'est quand même très grave. De la Pologne jusqu'à la Bretagne, les PME industrielles européennes sont menacées. Toutes, absolument toutes. Et ça, j'ai pas beaucoup entendu. Puis alors, le dernier éléphant dans la pièce qui était, à mon avis, pas assez là, c'est la dette française. C'est que ça donne l'impression de vivre le dernier été avant les inévitables années d'austérité. Inévitable. Mais quand même, celui qui en a parlé, c'est le ministre de l'économie. Oui. Il a lui-même annoncé que le 5 ans français était désormais plus cher que le 5 ans italien. Oui. Non, mais ça veut dire que, inévitablement, pendant quelques années, la France va vivre sa première cure d'austérité qu'elle n'a jamais vécue. On n'a jamais été en austérité. Les Français, on a passé leur temps à leur faire croire qu'ils étaient en crise, en austérité. Il n'y en a jamais eu. On n'a jamais été en austérité budgétaire depuis 1983. On a été en austérité monétaire pendant quelques années, quand les taux d'intérêt étaient très élevés. Austérité budgétaire, jamais. Bon, et là, on y arrive. Le 15 juillet, on attend le discours du Premier ministre, François Bayrou. Alors, ça ne sera sueur du sang et des larmes, c'est ça? Ça ne sera qu'un petit début. Parce que pour rétablir ce qu'on appelle le solde primaire, c'est-à-dire le moment où la dette cesse d'augmenter, il faut 150 milliards. Pour arriver en excédent avant primaire. D'avoir augmenté le budget de la défense pour tenir les engagements de la France sur la guerre en Ukraine. Donc, grosso modo, il faut 200 milliards. Là, on est sur une première petite louche de 40. Et encore, on va voir. Et donc, c'est de ça qu'il faut parler, quand même. Mais l'austérité, vous mettez quoi derrière? Vous vous attendez à des baisses de salaire, des retraites qu'on L'austérité, c'est assez simple. C'est que les dépenses publiques sont très supérieures aux recettes depuis maintenant 40 ans. Et donc, si on veut stabiliser la dette, et il faut absolument la stabiliser, il faut que les dépenses publiques reviennent au niveau des recettes. Et les dépenses publiques, c'est à 60% des dépenses sociales. Donc l'austérité, c'est inévitablement des dépenses sociales. Et vous les prenez toutes. Donc c'est retraite et santé. Donc retraite, santé, tout le reste, tout. Inévitable. Et ça, je pense que c'est le cœur du sujet d'Aix. On ne peut pas tourner autour. Oui, on n'en a pas tant parlé que ça. Mais non. Et on n'en a pas parlé comme on n'en parle pas depuis des dizaines d'années. Alors, mais cette fois-ci, quand on voit que la dette française est plus chère que la dette italienne, les Athéniens s'atteignent. Oui. On avance. Vous venez de céder les parts de BPI France dans Eutelsat à l'État. Pourquoi ne pas les avoir conservées? Pourquoi ne pas les avoir conservées? Faute de moyens, parce que les satellites relèvent désormais d'une logique purement souveraine.
Oui, c'est une très bonne question. Donc Eutelsat était une participation de la Caisse des dépôts avant la création de la BPI, qui nous a été transférée, qu'on a gérée pendant des années. On a réussi, je pense, bien le pivot stratégique vers ce qu'on appelle les constellations basse orbite, en rachetant OneWeb. Ce faisant, Eutelsat, qui était en fait un opérateur d'infrastructure de télévision, qui n'avait pas une dimension hyper souveraine et militaire, est devenu un opérateur absolument souverain, dans une guerre géopolitique, qui justifie d'être transféré à l'APE, où il va rester maintenant, puisque tout ce qui est à la BPI est vendu un jour. Le portefeuille tourne. À l'APE, c'est ce qui reste, c'est-à-dire les infrastructures, la SNCF, EDF, et donc maintenant la grande infrastructure spatiale, Eutelsat. Et vous pensez que Eutelsat peut concurrencer Starlink, arriver au même niveau, déployer autant de satellites ? Non. Impossible. Starlink a 99% de part de marché mondial, a réussi quelque chose qui est à l'échelle de l'histoire scientifique et capitaliste planétaire d'absolument unique, extraordinaire, avec une vitesse qui nous a tous absolument stupéfaits, même sidérés. Donc ça, c'est fait. Eutelsat, en revanche, peut essayer de grappiller quelques points de part de marché mondial, parce qu'il y a quand même beaucoup de clients qui vont vouloir une alternative. Alors, il y aura l'alternative Amazon, qui s'appelle Kuiper. Il y aura les 2 alternatives chinoises. Donc, il y aura 2 Américains, 2 Chinois. Il faut qu'il y ait un Européen. Sur le dossier Stellantis, vous êtes administrateur du groupe. On parlait de la concurrence chinoise, il y a évidemment ce sujet-là. Le groupe est dans une nouvelle phase avec l'arrivée d'Antonio Filosa. Est-ce que vous avez l'impression là que le groupe est en ordre de marche face à la concurrence chinoise notamment ? Le groupe est en ordre de marche absolument. Vous allez voir... Je me suis amusé à les conduire il y a 2 week-ends, des modèles électriques absolument extraordinaires. C'est vraiment des modèles magnifiques. Lesquels ? Donc c'était le modèle Opel et le modèle Jeep et la nouvelle C3 Aircross qui est formidable. Et donc on a les modèles, on a les usines, on a tout ce qu'il faut. Il faut simplement que là aussi il y ait une équité dans les conditions de la concurrence. Donc le relèvement des barrières douanières européennes est très important, vraiment très important. Il faut maintenant aider les sous-traitants automobiles européens, de la même manière qu'on a aidé les constructeurs, et c'est quelque chose qui est dans les mains de la Commission. Là aussi, il y a des dossiers, je finis juste sur le dossier Stellantis, il y a des dossiers de souveraineté, il y a des conflits avec l'Italie qui pense toujours que Stellantis investit plus en France qu'en Italie. Comment vous regardez ça ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est réglé cette affaire, j'en entends plus trop parler. L'Italie, vous savez, dans les plans qui nous ont été présentés au conseil d'administration, elle est très bien traitée. Il y aura plus de véhicules fabriqués en Italie qu'en France. Vous l'avez dit, quand même, l'avenir est très compliqué et très sombre pour les constructeurs européens face à l'offensive chinoise notamment. Est-ce qu'il faut craindre des restructurations en Europe et peut-être même plus précisément en France? Les syndicats français craignent des coupes dans l'usine de Poissy. Alors je ne sais pas ce qui a été annoncé ou pas, mais en fait, il n'y a pratiquement plus de production automobile à Poissy aujourd'hui. Et plus globalement en Europe. Aujourd'hui, il y avait une petite ligne de véhicules Opel, et pour l'essentiel, Poissy est devenu un centre de recherche, de développement et d'ingénierie. Voilà, donc syndicats craignent là-bas des licences. L'époque où Poissy était un gigantesque site industriel est révolue. Non, bien sûr. Sur ST Microelectronics, autre dossier évidemment sur lequel vous regardez de près. Là, il y avait une petite crise autour de Jean-Marc Chéry, aussi des conflits avec l'Italie qui poussait plutôt à ce qu'il parte. Là aussi, on est sorti de cette zone de turbulence ? Oui, on est sorti de cette zone de turbulence. Jean-Marc Chéry a démarré son mandat. Il est extrêmement ferme dans la gestion de cette entreprise à un moment difficile. On n'a jamais connu dans le semi-conducteur un cycle bas aussi long. Aussi bien pour ST Micro que pour Soitec, que pour Infineon, que pour OnSemi et que pour NXP. Bon, et donc il faut tenir la barre, je vous assure. Sachant que par ailleurs, les Chinois, à nouveau, nous construisent 55 fois l'équivalent de Grenoble en Chine. 55 gigafactories vont ouvrir et déverser leurs produits sur le monde entier. Donc, à nouveau, il va falloir protéger le semi-conducteur européen. ST Micro dépend à 50% du marché automobile. Donc, quand le marché automobile, notamment électrique, va repartir, ST Micro va repartir. Les annonces qui ont été faites il y a 3 semaines par Jean-Marc Chéry sont d'ailleurs assez positives de ce point de vue-là, raison pour laquelle le cours s'est mis à remonter.
BPI France devient officiellement un acteur du conseil stratégique, conseil stratégique aux PME notamment. Oui. C'est un nouveau pôle de développement. Alors vous avez évidemment toujours conseillé et accompagné les entreprises dans lesquelles vous investissiez. Est-ce que vous allez maintenant développer une offre de service? Est-ce que BPI France, ça devient aussi une boîte de conseil? En fait, on révèle quelque chose qui existe depuis un bout de temps maintenant, puisque je l'ai lancé à partir de 2015, 16 et 17. Nous avons un pool de 1700 consultants que nous envoyons dans les PME et les ETI françaises, qui font 10 000 missions de conseil par an. Et par ailleurs, nous avons des écoles pour les entrepreneurs, qu'on appelle les accélérateurs, qui accueillent 900 entreprises, 900 PME et ETI familiales par an. Donc on est un acteur, en fait, on est le premier acteur du conseil aux PME. J'ai envie de vous dire, c'est pas très difficile, hein, puisque comme il y a une faille de marché, il n'y a pas grand monde. Le problème des PME et des ETI, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de payer les tarifs de McKinsey ou même de Capgemini. Hein. Et par ailleurs, elles ont les vieux préjugés sur le fait que les consultants, ça vous prend votre monde pour vous donner l'heure, etc. Non. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une offre qui leur correspond, qu'elles peuvent payer, grosso modo, hein, qui est un peu subventionnée sur les fonds propres de la BPI et qui cartonne. Voilà. Et qui a des effets surtout en transformation de... Ça veut dire combien de mandats à la louche aujourd'hui vous avez c'est ce que je disais, 10 000 missions de conseil par an, c'est beaucoup. 10 000 missions de conseil par an. Énorme. Un dernier mot pour finir sur Carmat. Carmat qui est en cessation de paiement. Stéphane Pia disait sur notre antenne ces derniers jours qu'il regrettait une partie de la gestion de son entreprise. Et il a parlé de vous aussi de BPI France en disant qu'il comprenait que BPI était déçu parce que les promesses n'avaient pas été tenues. Vous n'avez pas remis au pot sur Carmat. Est-ce que vous pensez qu'il faut que ça s'arrête ? C'est malheureux, hein, mais je vais vous dire, Carmat, on n'y a jamais cru. On n'y a jamais cru parce que le cœur est trop gros, parce que la taille du marché était complètement surestimée, et parce que il y avait quelque chose qui poussait Carmat, qui était cette idée d'un Concorde français qui est jamais très bonne pour les investisseurs. Hein. Voilà, donc c'est valeureux que notre ami que vous citez le reconnaisse. Hein. Alors ça permet de dire au fond quel est notre métier. Notre métier, c'est quand même aussi beaucoup de dire non, même quand c'est super sympa. Merci beaucoup Nicolas Dufourcq d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.